Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons cette partie du point de vue des Noirs, une partie entre Yudovic et Katalimov, partie jouée en 1968 au championnat du RSS. Donc le trait est au noir et on vous invite à mettre en pause la vidéo de façon à trouver comment le grand maître qui menait les Noirs a continué cette partie. Et ensuite, Romu va vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette position très très riche. On va essayer en tout cas. Donc, comme d'habitude, avant de calculer concrètement les variantes, il s'agit d'observer un peu ce qui se passe et quelles sont les forces en présence et noter les éléments qui pourraient nous laisser penser à l'existence d'une tactique éventuelle. Donc on voit que le roi blanc en G3 est un petit peu en danger puisque il s'est avancé. On voit la présence de la dame en E4 et du fou en D5, donc cette batterie sur case blanche semble un peu effrayante. On voit que la dame en F2 est obligée de contrôler les cases G2 et F3, mais on pourrait imaginer que la dame puisse pousser son voyage jusqu'en H1, histoire de faire des menaces éventuelles sur le roi noir. Sur le roi blanc, pardon. On voit également la présence du pion en H5, qui peut être un élément intéressant, puisque en s'avançant, il fait échec, donc ça peut avoir son importance. On voit également le fou en H6, qui pour l'instant ne participe pas clairement à l'attaque. Il a quand même une pression sur le pion en F4, mais il n'attaque pas directement le roi. Les blancs ont un pion de plus, je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas l'élément principal, mais quand même, il faut quand même le signaler. Et si l'attaque échoue, si l'attaque noire échoue, on pourrait imaginer que la finale se passe plutôt bien pour les blancs, notamment grâce au pion B4 qui est passé sur l'aile dame. Le cavalier en B5 est relativement loin des événements. On a parlé il y avait quand même pas mal de pièces autour du roi blanc, et ce cavalier en B5 ne figure pas sur la liste des défenseurs potentiels. Donc ça peut aussi avoir son importance, puisque si on arrive à faire intervenir le fou H6, notamment dans l'attaque, on aura 3 pièces pour attaquer, et même 4 avec le pion en H5, tandis que les blancs seront en infériorité numérique, puisque la dame en F2 essaye de colmater un peu les brèches, notamment sur les cases blanches. Le fou en E3 défend tant bien que mal le pion en F4, mais c'est tout. Donc l'idée des Noirs, la philosophie qu'il y a derrière le coup des Noirs est donc d'augmenter le nombre d'attaquants pour justement mettre en lumière le fait que le cavalier en B5 soit vraiment loin de son roi. Donc le coup qu'il fallait avoir vu, c'est un coup assez astucieux, c'est le coup fou G5. Ouais, on s'y attend pas vraiment quand on voit cette position, parce qu'on a très envie, comme tu nous l'as décrit, d'attaquer sur les cases blanches, et tout à coup, là, ce fou surgit de nulle part, se met en prise, et ça va nécessiter des explications. Alors, comme d'habitude, quand on sacrifie une pièce, interrogeons-nous sur ce qui se passe si on accepte ton cadeau. Alors, si on accepte le cadeau, comme d'habitude, on se pose la question, qu'est-ce que ça change dans la position ? On voit que la 4e rangée s'ouvre, et du coup, le coup H4 devient possible. Alors, il était déjà possible, mais en tout cas, le pion H4 devient protégé par la dame en E4. Et donc là, ça force la réponse des Noirs qui est roi H2. Et maintenant, dame H1 fait échec et mat. Ouais, le pion H4, c'est le dernier clou du cercueil, et on est mat, effectivement. Donc ici, fou G5, une fois qu'on a compris ce qui se passe en cas de pion prend G5, on pourrait être tenté de penser que ce n'est qu'un piège finalement. Comme ça arrive parfois dans les parties, notamment de débutants, on tente un piège intelligemment, mais en cas de refus, finalement, notre coup était un coup d'épée dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées ? On suppose que oui. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, la prise n'est pas faisable, mais le coup fou G5, ça menace clairement mat en 2 coups par le coup H4, puisque le fou maintenant défend le pion, ça forcerait roi H2 et encore le fameux mat avec dame H1. Donc le coup
tend un piège, entre guillemets, puisque le fou n'est pas comestible, mais en même temps, ça crée une réelle menace qui est H4 et qui ferait mat en 2 coups. Ok. Donc maintenant qu'on sait que c'est un coup très sérieux, on va commencer à regarder les différentes perspectives de défense. On sait que le roi blanc est mal en point s'il doit rester près du coin de la case H1. Donc pourquoi pas dame G1 en se disant je crée un espace de fuite pour mon roi. Oui, dame G1, ça peut bien sûr venir à l'esprit. Donc l'idée, on la comprend, tu viens de la donner. Toujours se pencher sur l'inconvénient d'un coup joué. Donc l'inconvénient, c'est que la dame ne défend plus la case F3. Donc pour éviter justement que le roi blanc s'enfuit sur la case F2, on fait un petit échec en F3 pour le forcer à aller sur la case H2. Et maintenant, on va voir la collaboration entre toutes les pièces noires. On voit que la batterie fou D5, dame F3 travaille sur case blanche. Et comme le roi blanc étant sur une case noire, il faut faire intervenir la troisième pièce, à savoir le fou G5, pour s'en prendre directement à ce roi par le coup fou H4. Alors, donc, à quoi sert ce coup fou H4 ? Voilà, explique-nous. Alors, l'idée de fou H4 étant de dévier la dame de la case G1, puisque on voit que la case G1 est protégée par uniquement la dame, et donc par exemple sur un coup lambda comme cavalier D4, on pourrait jouer fou G3 échec. Donc ça oblige la dame à quitter son poste en G1, mais en même temps aussi, elle vient bloquer son propre roi, c'est ça hein ? Exactement. On voit que le roi est complètement bloqué, donc maintenant on peut faire dame H1 mat. Ouais, donc très belle coordination des pièces, hein. Ici la paire de fous avec la dame, sur un tout petit espace, dans un mouchoir de poche, comme diraient les commentateurs de foot, on arrive à créer une attaque décisive. Ok, alors, encore une autre, avant de regarder ce qui s'est passé dans la partie il y a eu le coup H4, une autre idée défensive, puisqu'on ne peut pas jouer dame G1 à cause de l'abandon de la case F3, on pourrait penser à dame E2, qui est peut-être encore plus riche, parce qu'on a toujours cet espoir de s'enfuir avec le roi, mais en plus, on attaque ce pion sur H5 avec échec. Oui, effectivement, ça crée, entre guillemets, une menace sur H5, mais bon, c'est aux noirs de jouer, donc c'est à eux, c'est eux qui ont le ballon dans les pieds, et donc en jouant H4, on continue donc l'attaque contre le roi, ça force roi F2 bien sûr, et l'inconvénient d'avoir bougé la dame, c'est que le pion F4 n'est plus protégé, donc on peut le ramasser au passage avec fou prend F4. Donc on menace des choses comme fou G3 notamment, qui peuvent faire très mal, puisque ça ferait mat très très vite, et sans craindre le coup dame H5. Tout à l'heure, on parlait de dame H5, qui était une menace apparente, on va dire, mais en fait, on va voir que c'est seulement juste un petit échec, puisqu'après roi G7, il n'y a aucun moyen pour les blancs il n'y a pas d'autre échec. Ouais, tout est sous contrôle. Ouais, voilà, il n'y a aucun moyen de s'en prendre au roi noir. Le cavalier B5 est trop loin, et la dame toute seule, malheureusement, n'arrive pas à faire d'échec. Les pièces noires contrôlent tout. Et en plus, on est toujours en prise. Ouais, les noirs, eux, sont pas en reste au niveau des menaces. On menace notamment le fou E3. Ok, donc en cas d'échange, on peut prendre. On va aussi taper le pion E5. Et ici, bon, bien entendu, on pourrait continuer l'analyse, mais on va faire confiance aux noirs qui ont 2 pions de plus, des pièces mieux placées, des pions passés liés, plus l'initiative. Bon, on va dire que pour des joueurs du calibre de ceux dont on analyse la partie, ça va être assez simple de gagner avec les noirs. Il y a encore un petit peu de travail, mais ça va gagner. Ouais, clairement. Okay. Le roi blanc est trop exposé, et les blancs ne sont pas en mesure de trouver du contre-jeu, de s'en prendre au roi noir. Et donc l'avantage matériel, les pions centraux qui peuvent s'avancer, l'action combinée du fou et de la dame contre le roi, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, quoi. Ok. Donc on a vu toutes les tentatives un petit peu maladroites de défense, et finalement on en arrive à la conclusion que dans toutes les lignes on subit cet échec en H4 qui a l'air vraiment décisif. Donc finalement le seul moyen de lutter contre cette idée, c'est de jouer soi-même H4. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie. Yudović a joué H4. Alors quelle était l'idée de Katalimov finalement ?
L'idée, en fait, c'est de reculer son fou. Il me dit, bon, ok, tu m'empêches de jouer H4, mais quand même, je garde mon fou avec un œil sur ce pion H4, parce que pour plus tard, ça peut avoir son importance. Et éventuellement, le fou peut même se recycler ailleurs si jamais c'est possible. Donc il se donne un maximum d'options, mais l'idée principale, c'est bien sûr de garder un œil sur le pion H4, et également, donc justement pour s'en prendre à ce pion H4, de garder sous le coude la menace Dame H1. Dame H1 qui donc attaquerait une nouvelle fois ce pion, et avec un effet décisif si bien sûr ce pion venait à être capturé, quoi. Donc c'est assez malin de la part des Noirs. En jouant fou G5, il a provoqué le coup H4, donc fou G5 menace H4, c'est ça. Il provoque le coup H4 des Blancs, mais en fait ce pion en H4 va s'avérer être une cible supplémentaire, puisque maintenant le fou en D8 et l'arrivée de la dame éventuelle en H1 va pointer du doigt cette faiblesse du pion H4. Oui, et finalement ça fait encore une source de problème pour les blancs qui devaient déjà surveiller les cases F3, G2, le fou en E3, le pion en F4. Il y avait déjà toute une constellation de cases à surveiller, et en plus maintenant il y a aussi le pion sur H4. Et tout le génie des Noirs ici, c'est d'avoir réussi non seulement à provoquer une nouvelle faiblesse, mais aussi à coordonner les trois pièces. Alors il y en a déjà deux qui étaient bien en place, qui travaillaient déjà ensemble, mais ce fou semblait quasiment à l'écart, semblait ne pas participer, et en l'espace de 2 coups, il devient quasiment la pièce principale de l'attaque. Donc vraiment une idée géniale des Noirs. Ouais. Alors voyons ce qui se passe. Maintenant, concrètement, après fou D8, on peut se dire, ok, les Noirs ont une menace avec Dame H1, mais on va pouvoir s'organiser pour contrer tout ça. Déjà, est-ce que Dame H1 est si grave? Si par exemple, je veux essayer de ramener mon cavalier en défense, notamment, je défends F3 et j'essaie de relever ma dame de ses missions défensives. Donc je vais jouer Dame H1, quand même. Et maintenant, de prendre H4. Ok, tu menaces mat, donc il n'y a pas le choix, je joue Dame H2, et là j'espère tenir. Oui, mais là, c'est là qu'on voit la force du fou en D8, c'est qu'on peut se permettre... en fait, c'est une action combinée sur case blanche ou sur case noire, on voit la force de la paire de fous. Et l'idée, c'est que on voit la Dame H2 va se retrouver surchargée, elle doit défendre le pion H4, mais également la case G2. On voit que si la dame n'était pas là, on pourrait jouer Dame G2, qui ferait échec et mat. Donc là, il s'agit de dévier la dame de la défense de la case G2 par le coup fou prend H4. Ouais. Et après Dame prend H4, Dame G2 devient possible. Dame prend H4, Dame G2, et on ne pouvait pas de toute façon prendre avec le roi, puisque notre roi avait aussi pour mission de protéger sa dame. Donc après Dame prend H2, on perd du matériel, et pour être tout à fait exhaustif, si on parle du coup roi H3, ici on aurait fou G2 échec, on profite du clouage de la dame qui donc ne peut pas prendre le fou, et après roi prend H4, ça y est, on a enfin désolidarisé le roi de la dame, et on peut gagner la dame avec Dame prend H2. Donc Dame H1 est une réelle menace, et les blancs doivent lutter contre cette menace. À quoi est-ce qu'on pourrait penser? On pourrait se dire peut-être le coup de Dame E2, un petit peu comme tout à l'heure, pour viser le pion H5. Oui, mais on l'a vu tout à l'heure, en fait, l'arrivée de la dame sur H5 n'est pas si grave pour les Noirs, puisque on a vu la dame toute seule ne peut pas faire trop de dégâts, donc on ne se gêne pas de jouer dame H1, et après Dame prend H5 échec, Roi G7, et la menace Dame G2 est assez pénible. Apparaît, puisque si on joue Dame E2 pour rapatrier la dame et défendre la case G2, le problème c'est que la case H4 n'est plus défendue, et donc on peut faire fou prend H4 avec un mat à la clé. Ok, et sur l'autre tentative, on va se remettre au bon endroit qui serait de s'enfuir, ou d'essayer de s'enfuir en tout cas. Ici, on aurait un mat en quelques coups aussi, fou prend H4, Roi E2 et Dame E1, mat. Bon, ce qui est étonnant, c'est la cohésion et la coordination entre les deux fous et la dame, alors que la position pouvait sembler fermée avec notamment ces 4 pions là qui sont imbriqués les uns dans les autres au niveau du centre, et même aussi ceux de l'aile dame, mais il y a juste ce qu'il faut, juste ce dont on a besoin comme diagonale pour réussir à faire travailler tout ce beau monde ensemble. Ouais,
Totalement. C'est une parfaite harmonie entre les trois pièces noires. Ouais. Exactement. Alors dans la partie, il s'est passé quoi? Il s'est passé le coup Dame G1 qui finalement permet de tenir la case H1, de tenir la case G2 et de tenir le fou en E3. Mais Romu, ça sera pas suffisant à nouveau. Non, comme on l'a dit, en fait, chaque coup a son inconvénient. Et Dame G1, l'idée, c'est de défendre bien sûr la case H1, mais ça relâche l'attention sur la case F3. Et donc, Dame F3 est bien sûr le coup qui a été joué. Et après, Roi H2 qui est forcé, fou prend H4. On voit que le fou intervient. L'arrivée du fou va être évidemment décisive. Bon, parce que tous les thèmes de surcharge de la dame qui doit défendre les cases noires plus la case H1, ça va forcément faire craquer la défense. Et là, en fait, on ne peut pas donner de bons conseils aux Blancs. Ils ont abandonné d'ailleurs dans la position, si je ne me trompe pas. Si par exemple, sur un coup comme cavalier D4, on aurait donc le fameux thème fou G3. On a vu ça déjà tout à l'heure. Et après, dame H1, mat. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait un pion en H3, ici, il n'y en a pas. En cas de roi H3, il y a simplement un nouveau mat par dame G4 avec encore une fois la coordination parfaite. Chaque pièce a une utilité et la dame vient faire mat. Donc une tactique assez complète, Romu. Qu'est-ce qu'on peut retenir en priorité de cet exercice? On voit qu'en fait, au départ, le rapport, même à la fin d'ailleurs, le rapport matériel étant deux fous contre fou et cavalier, normalement, la stratégie nous dit qu'il faut plutôt travailler sur les cases de la couleur du fou que l'adversaire n'a pas, donc ici, à savoir les cases blanches. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de menaces exécutées sur les cases blanches grâce à la batterie fou D5, dame E4. Mais on voit que l'espace était quand même assez réduit puisque le jeu est concentré sur l'aile roi. Et donc, à cause de cet espace relativement réduit, c'était pas facile de faire vraiment plier la défense. Et ce qui a donné le caractère décisif de la solution, c'est l'arrivée du fou H6 dans l'attaque. Donc en fait, le fou est venu se mêler à l'attaque, et donc les pièces blanches, qui étaient déjà en infériorité numérique sur l'aile roi, puisqu'on a parlé du KIB5 qui était vraiment très loin, on a vu qu'à aucun moment il intervient dans une variante de tentative de défense. On voit que l'arrivée donc du fou en G5 fait complètement craquer la défense, puisque forcément le fou va attaquer les cases noires, et la pauvre dame qui doit défendre à la fois les cases blanches et les cases noires va forcément être surchargée à un moment donné. Ouais. Donc tout ça, ça nous rappelle notamment les principes, on va dire, de Morphy, qui disait qu'il fallait absolument faire participer toutes les pièces à l'attaque. Alors ça se vérifie quasiment chaque jour, mais voilà, il faut vraiment avoir cette règle-là à l'esprit. Si l'une de nos pièces est inutile, il faut absolument qu'elle participe. Évidemment, c'est vrai dans l'attaque, mais c'est vrai aussi lorsqu'il n'y a rien de particulier sur l'échiquier. Voilà, le bon réflexe, c'est de faire participer toutes nos pièces, et tu nous as très bien expliqué que dans cette situation précise, c'est ça qui avait donné l'avantage décisif aux noirs. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas souligné, mais fou G5, c'était le seul coup pour gagner avec les noirs, mais c'est même le seul coup pour ne pas se retrouver moins bien. Voilà. Si vous regardez cette position avec un ordinateur, vous allez vous rendre compte que sans fou G5, les blancs ont le temps notamment de ramener leur cavalier en défense, et ensuite le critère principal deviendra le fait que les blancs ont un pion de plus, passé, éloigné sur la colonne B. Ok, merci Romu pour tous ces conseils et cette analyse très complète. On espère que cette tactique vous a plu, que vous appréciez notre travail. Si c'est le cas, on vous remercie de nous le faire savoir en likant la vidéo et en la partageant, en la commentant, enfin bref, en ayant des échanges avec nous. Voilà, on est toujours ravis d'apprendre que notre travail vous plaît et que ça vous aide à progresser, parce que c'est quand même le seul objectif de cette chaîne. N'hésitez pas si vous avez joué vous-même ou si vous avez subi des jolies tactiques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir afin qu'on puisse en faire profiter le plus grand nombre et la partager sur cette chaîne. En attendant, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.